Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J, tous les dimanches à 16h05. Une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de l'historien et géopolitologue Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur notre site radioj.fr et notre application Radio J. Une émission Mondovision également à suivre en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, on va démarrer notre émission cette semaine avec la géopolitique du vaccin contre le coronavirus. Une géopolitique au sein de laquelle la Russie s'est particulièrement illustrée cette semaine. Son vaccin anti-Covid dénommé Sputnik V serait très efficace selon une étude de la revue The Lancet. Alexandre Adler, quelle place peut tenir Sputnik V dans la politique de puissance de Vladimir Poutine ? Alors, la réalité et le symbolisme, il faudrait évidemment discuter de cela en deux temps. La réalité, c'est évidemment qu'on voit que l'industrie russe, qui n'est pas toujours bienveillante dans beaucoup de domaines, notamment l'informatique, eh bien là, a quand même réalisé un véritable exploit. Il n'y a aucune raison de ne pas le souligner. On le comprend aussi parce que si les Russes n'étaient pas très forts en biologie, ils étaient beaucoup plus forts en astronautique, dans des choses de ce genre-là. Ils ont quand même beaucoup travaillé la guerre bactériologique. Il y avait d'ailleurs ils avaient investi beaucoup de recherches et envoyé beaucoup d'espions aussi dans ce domaine. Parce qu'à vrai dire, Alexandre Adler, ces derniers mois, en Europe, pas grand monde ne croyait en le succès de ce vaccin, de ces recherches russes. De les sous-estimer dans tous les domaines, on a fini par ne pas convoir que l'industrie de la bactériologie avait été réussie dans toutes ces questions. Un certain nombre d'exploits, y compris des assassinats ciblés d'ailleurs, que le KGB a encore perpétrés ces dernières années. Mais enfin, ne soyons pas comme ça grinçants. La vérité, c'est que les Russes n'étaient pas si mauvais que cela. Et que, bien entendu, ils ont, ça c'est aussi un secret plutôt bien gardé, coopéré avec des chercheurs israéliens. Et que donc le vaccin Sputnik V Sputnik est bien sûr russe, mais qu'ils ont été aidés par les Israéliens. Et là, la grande amitié entre Poutine et Netanyahou a également servi, puisqu'en fait, les Israéliens ont réparti au fond les risques un peu partout dans le monde, avec les Américains, avec les Britanniques, avec les Russes. Donc c'est Partout. Pfizer évidemment, Moderna, AstraZeneca pour les Britanniques En et pensant Sputnik V pour les qu'il fallait Russes. mettre les œufs dans tous les paniers pour être en position de pouvoir très vite vacciner la population. Quitte à payer plus cher, mais pour obtenir des résultats beaucoup Ça plus a été rapidement que dans l'exploit le reste du monde. effectivement d'Israéliens, qui est un pays en guerre, qui est toujours un peu plus réactif sur les crises de cette ampleur. Mais enfin, bien entendu, les Russes ont donné leurs infrastructures et leurs recherches et leurs chercheurs. Donc il ne faut pas maintenant raconter que le Sputnik est un vaccin israélien. Non, ce n'est pas vrai. Mais en revanche, oui, une coopération a eu lieu. Maintenant, deuxième question. Sputnik, évidemment, dans l'imaginaire russe, c'est le grand moment, le seul grand moment de l'après-guerre ou de la guerre froide, où la Russie était devant les États-Unis en envoyant donc l'éclaireur. Sputnik, c'est cela que cela veut dire en russe, et envoyant donc d'abord la pauvre chienne Laïka qui en est morte, et puis ensuite Yuri Gagarin. Et l'arrivée de Gagarin, le triomphe de Gagarin à Moscou, sont encore dans tous les esprits. J'ai fait autrefois une émission à la télévision disant quelle est la date auquel tous les Russes se reportent. Je dis, mais bien sûr, c'est le triomphe de Yuri Gagarin, c'est Sputnik. Pour la première fois, les Russes leur relevaient la tête après tant d'humiliations où les Américains étaient manifestement les plus forts. Et là, vous pensez qu'Alexandre Adler, que Sputnik, les résultats prometteurs de ce vaccin Sputnik V, alors évidemment, ne sont pas comparables à Sputnik. Comparaison n'est pas raison, mais qui vont permettre de redorer un peu le blason international de la Russie. Incontestablement, tous les Russes qui se sentent toujours un peu infériorisés, qui savent que beaucoup de leurs savants, dont par exemple Roald Sagdeyev, qui était le pionnier de la conquête spatiale, a fini sa vie aux États-Unis, c'était le gendre de Khrouchtchev, que finalement le brain drain,
la fuite des cerveaux russes, une fois que les frontières étaient ouvertes, un peu partout, un peu en Israël, mais beaucoup, beaucoup en Amérique, ben, c'est quelque chose que les Russes supportent mal. Ils se disent, on était quand même capable de faire beaucoup de choses, et puis finalement, aujourd'hui, nous ne faisons rien. Et là, ce n'est plus le cas. Alors, c'est un peu exagéré. En effet, vous avez tout à fait raison de doucher un petit peu les enthousiasmes. Mais quand même, pour beaucoup de Russes, qui sont quand même humiliés depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, à la fois par les bêtises du régime, par la mauvaise image qu'il peut avoir, par la façon dont on les comprend très peu. Ah ben là, non, c'est finalement, nous ne sommes pas les derniers des derniers. Et je suis persuadé que dans cette espèce de remise à plat un peu de la hiérarchie des peuples, de leur performance, c'est très important pour eux. Et je pense que les Russes sont aujourd'hui profondément fiers et légitimement fiers d'avoir retrouvé une place dans la compétition mondiale et de voir que, par exemple, la France, qui mettait tout sur l'Institut Pasteur, au point évidemment d'avoir essayé, avoir tenté le grand chelem avec une réussite de Pasteur qui n'est jamais venue et qui est obligé donc d'arriver bonne dernière à racheter des brevets qui ne sont pas les siens. Et bien là maintenant, elle est obligée d'en passer par la Russie aussi. Et quelle Même si revanche! Emmanuel Macron expliquait qu'il fallait pour cela que les Russes permettent aux régulateurs européens de contrôler les données de ce vaccin. Ça prendra certainement Oui, quelques mois si cela se fait. j'espère qu'on pourra accélérer les procédures. Mais je comprends tout à fait la réaction des autorités françaises, elle est tout à fait légitime. Et bien entendu, les Européens vont demander un certain nombre de garanties, mais ils les auront. Mais les Russes seront très contents de les fournir. Et je pense que quand même, compte tenu qu'il faut aller vite, qu'il faut aussi rendre ces vaccins disponibles pour le tiers-monde, qui est actuellement cruellement laissé de côté dans cette affaire, C'est bah, d'ailleurs ce qu'ont commencé à faire les Chinois avec leurs propres vaccins et les Russes dans une moindre je mesure. suis persuadé que les Russes, par exemple, qui avaient des liens traditionnels avec l'Afrique du Sud, avec un homme comme Cyril Ramaphosa, qui est un vieux communiste syndicaliste, vont faire un geste pour l'Afrique du Sud et à travers l'Afrique du Sud, essayer de la diffuser un peu partout en Afrique. Et je pense que les Russes le feront aussi. Donc ça peut vraiment être un élément Une de arme puissance diplomatique. pour la Russie. Une arme diplomatique. Et ce, d'autant plus qu'on a parlé de Poutine. Il se trouve que Poutine a communiqué maintenant très ouvertement sur le fait qu'il a une maladie de Parkinson. Alors entendons-nous bien, le Parkinson se soigne. Alors bien entendu, tout le monde a le souvenir du martyre du pape Jean-Paul II pendant la fin de son Parkinson. On n'en est pas là. Et je pense qu'on n'en sera pas là pendant longtemps. Et je pense même qu'on pourra avoir de bonnes surprises. Néanmoins, le fait que Poutine ait communiqué sur son Parkinson et annoncé que dans ces conditions, il allait se retirer un petit peu pour raison de santé, ce n'est pas un pur communiqué médical, c'est un communiqué politique. Ça veut dire que la direction collective qui est en train de se mettre en place aujourd'hui à Moscou a décidé de le mettre un petit peu sur la touche. Alors pas totalement, les Russes aiment bien les formes et donc il gardera un certain nombre de prérogatives. Mais la prérogative de diriger la politique, je ne le crois pas. Je crois, et c'est très frappant, que le patron maintenant de tout l'appareil de défense, et qui est un Mongol, Shoigu, et qui ressemble absolument à Genghis Khan. Il a également presque 1,90 m. C'est très très impressionnant. Je pense que Shoigu est aujourd'hui le grand patron des forces armées et de tout ce que cela comporte. Alors Avec le le pouvoir renseignement. russe justement, Il y en Alexandre, a d'autres aussi. on va l'aborder à travers une autre affaire. La Russie est en effet... les regards sont braqués sur la Russie ces derniers jours en raison de l'affaire Alexeï Navalny. L'opposant numéro 1 à Poutine a été condamné mardi à de la prison ferme dans une affaire de détournement de fonds précisément. Navalny avait été condamné en décembre 2014 à 3 ans et demi de prison avec sursis.
pour le détournement de 26 millions de roubles au détriment de la filiale russe d'Yves Rocher. Un sursis transformé en prison ferme, car, estime la justice russe, Alexeï Navalny a violé les mesures de contrôle judiciaire. Navalny, qui, rappelons-le, a été victime d'un empoisonnement l'an dernier. Est-ce que cette affaire Navalny, Alexandre Adler, qui suscite des vagues de protestations et d'arrestations en Russie, est-ce que cette affaire peut fragiliser la présidence de Vladimir Poutine? Ça me fait penser aux mots de Churchill: la Russie est un mystère enveloppé dans une énigme qui est elle-même enveloppée et insondable. Nous sommes absolument dans une histoire, dans une histoire russe, c'est-à-dire une histoire à tiroir complète. Il y a encore quelques mois, Poutine avait tout réussi. Et il était en train, au fond, de transformer sa présidence en présidence à vie. Et là-dessus, on l'a piégé. Il est évident qu'il a été piégé. C'est-à-dire ? Eh bien, il est évident que l'ensemble des conditions qui sont venues, y compris la façon dont il a apparu comme ayant essayé de confisquer le pouvoir, qui était absolument absurde, puisqu'il l'avait déjà. Donc, toutes les manœuvres contre Navalny, toutes les provocations qui ont été faites pour faire de Navalny véritablement un martyr, ont été délibérément créées à Moscou. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'empoisonner Navalny? Mais pas fort, hein, quand même. Parce qu'il en avait suffisamment pour que n'importe qui puisse le constater, mais pas assez quand même pour qu'il en meure et qu'il devienne un martyr. Alors on a donc lui donné une petite dose de poison, quelqu'un, et après, qu'est-ce qui a été décidé? Et ça, c'est pas Poutine. On n'a qu'à le laisser sortir. Par exemple, chez Angela Merkel, qui connaît par cœur, évidemment, toutes les manœuvres du KGB, qui les déteste depuis son enfance. Parce que, Alexandre Allaire, rappelons qu'on a des éléments qui ont été publiés notamment dans la presse sur l'implication de membres russes des services de sécurité pour empoisonner Navalny. Bien sûr, ils l'ont fait, ça, bien sûr. Mais ils l'ont pas empoisonné très fort. Hein. Vous savez qu'en Russie, quand on va empoisonner quelqu'un, ça se fait, ou il y a d'autres moyens aussi, les accidents et autres. Je peux multiplier les exemples dans ces dernières années, mais la Russie est un pays où ça se passe parfois pas bien. Là, c'était une petite dose, et puis tout de suite après, dans la panique, bien sûr, et c'est Poutine, bien sûr, voyons, qui décide, oui, on va l'expédier en Allemagne. Et là, évidemment, il est examiné, on voit bien l'empoisonnement, on voit bien qu'il a été empoisonné depuis la Russie, et puis on voit bien aussi que les médecins allemands, qui ne sont pas si mauvais que ça, le guérissent totalement. Et après, que fait-il? Il rentre. Et là, bien entendu, mise en scène de nouveau, il est arrêté, etc., le martyr. On voudrait faire monter Navalny comme une personnalité fondamentale de la Russie de demain. Comme l'opposant numéro 1 Vladimir Poutine. On ne ferait pas mieux. Hein. Et pour moi, c'est Monsieur Shoigu, là, le grand chef mongol, qui lui, en entre-temps, a pris le contrôle de l'armée. Je le vois bien mener ce genre d'affaires pour justement interdire à Poutine tout retour à la carte. Donc pour vous, ça peut être une mise en scène, partiellement en tout cas. Mise en scène, oui et non. Il va quand même aller en prison, c'est pas très agréable, mais enfin bon, il s'y attendait. Et non, mais en tout cas, la manière dont les médias traitent de cette affaire, c'est une manière pour, si je vous comprends bien, certains opposants au pouvoir de Vladimir Poutine de l'empêcher d'imaginer de rester au pouvoir il est jusqu'à la fin évident de sa que vie. Poutine est encore aujourd'hui majoritaire parce que les Russes veulent leur État. Ils ont tellement souffert de l'anarchie et encore aujourd'hui des oligarques qu'ils veulent un État fort, un peu. Et c'est la même raison pour laquelle le vaccin est aujourd'hui en train de galvaniser le moral du peuple russe. Mais là, je pense que jamais Poutine ne pourra être renversé par des élections libres. Par contre, c'est un bon scandale. Là, il est remplacé par qui? Pas par Navalny. Il est remplacé par une direction collective. C'est la direction collective qui a pris le pouvoir, la Krugovaya Paruka, comme on dit en russe, c'est-à-dire le petit cercle dans lequel vous avez Shoigu, je l'ai déjà mentionné, le ministre, le doyen du ministre des Affaires étrangères, qui a été ministre de la Culture, Alexandre Avdeyev, qui était ambassadeur à Paris, et qui maintenant est à Rome,
où il s'intéresse essentiellement au problème de la dialogue des religions, et où il est en fait le véritable grand patron de toute la politique russe envers les chrétiens d'Orient. Et puis, il y en a d'autres. D'abord, je ne vais pas donner tout leur nom, je pourrais me faire assassiner, non, je plaisante. Mais il y en a quand même un certain nombre, quand même. Alors on va éviter ça justement, on va passer Il y à un a, autre il y a, sujet, il y a Alexandre, pour notamment éviter... des oligarques importants. Il y a des gens qui comptent en Russie. On ne sait pas toujours qui ils sont. C'est ça tout la subtilité russe. Mais ces 4 ou 5 personnes ont décidé de prendre, ont en fait déjà pris le pouvoir à Poutine. Alexandre, il nous reste quelques minutes d'émission pour cette semaine. La semaine géopolitique a également été marquée par les divergences d'analyse entre Israël et les États-Unis sur le calendrier de la menace nucléaire iranienne. Les Américains, par la voix de leur nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken, estiment que les Iraniens pourraient disposer d'une bombe d'ici 2 à 3 mois si des négociations ne reprenaient pas rapidement. Les Israéliens considèrent, eux, l'urgence un peu moins pressante. Le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, qui est en charge notamment de la commission à l'énergie atomique israélienne, a expliqué cette semaine que Téhéran aurait besoin de 6 mois pour produire suffisamment de matière fissile pour une seule arme nucléaire et un délai plus long de 1 ou 2 ans pour obtenir une arme nucléaire. Alexandre Allaire, que révèlent selon vous ces divergences entre Jérusalem et Washington ? La divergence, et j'en ai déjà parlé à nos auditeurs, c'est la méfiance très grande qu'inspire Blinken, tout juif qu'il soit, et sa politique de capitulation, en tout cas de concession trop forte à l'Iran. Et ce n'est pas le fait d'aller négocier avec les Iraniens, parce que ça, ce n'est pas bête. C'est évidemment derrière cela, comme toujours, lorsqu'on négocie, jusqu'où on va en renonçant à tout. Et je suis persuadé pour ma part que le président Biden est beaucoup plus ferme sur ce point que son secrétaire d'État. Mais pour l'instant, il y a un accord. On accepte l'idée européenne d'ouvrir le dialogue avec les Iraniens. Et ce que Steinitz vient de dire, c'est que le véritable calendrier n'est pas de quelques mois, contrairement à on pourrait penser. Parce qu'en disant finalement quelques mois, Blinken justifie la reprise très rapide de négociations avec l'Iran. C'est aussi l'enjeu peut-être de ces déclarations. Oui, il veut accélérer les choses, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident qu'il faut le faire. Vite. Vite, pour déjà contraindre les Iraniens, tout simplement à se retrouver devant une table avec des interlocuteurs qui, en plus, ont donné le sentiment qu'ils n'étaient pas d'accord avec la méthode dure de Trump, laquelle également est aujourd'hui discréditée pour d'autres raisons. Donc, c'est un moyen, effectivement, de dire aux Iraniens, voilà, nous savons que vous avez la bombe, nous savons que vous avez Vous tout pourrez fait. l'avoir en tout cas. Vous allez l'avoir. Nous savons que vous allez en faire un très mauvais usage. Et à un moment ou à un autre, tout ça va mal se passer. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des élections libres qui vont devoir se tenir en Iran, que vous êtes aujourd'hui incapable, compte tenu de l'anarchie qui règne dans l'État iranien, de les empêcher, que vous les perdrez. Pour la présidence de la République islamique. Voilà, et c'est le vrai test. Et celui-là, on n'en parle pas. Est-ce que vous allez laisser des élections libres se passer en Iran ou pas ? Si elles ont lieu, nous sommes d'accord pour ne pas accélérer cette question nucléaire qui procède de la seconde. Et là, évidemment, c'est là où se situera la vraie discussion. Et vous pensez que là, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, pourrait faire des concessions sur ces élections, sur ce processus politique ? Certains disent qu'il est mort. Alors, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est assez malade. Il est très, très malade et il veut faire introniser son fils. Il n'y a pas de majorité pour introniser son fils, qui est exactement sur les mêmes positions, qui est un grand ayatollah. Et il y a une popularité immense du grand ayatollah de l'Irak, Ali Sistani, qui est lui-même iranien et qui est extrêmement populaire en Iran. Et ben, tout ça, plus le fils du Shah, Reza Pahlavi, qui apparaît comme beaucoup plus capable que tout ce qu'on avait imaginé. Et tenez-vous bien, Reza Pahlavi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai entendu son interview à I24 et il mesurait ses propos au cordeau. Il a dit « Je ne remettrai pas en cause le nucléaire iranien. C'est-à-dire que je ne le rendrai pas.
Mais bien entendu, étant donné que je suis un autre interlocuteur, je commencerai à discuter. Mais même lui, sachant très bien le patriotisme iranien, ne me dit pas non, non, je balance tout. Et donc dans ces conditions, la véritable négociation commence. Ce n'est pas de savoir si l'Iran sera nucléaire, il l'est déjà. La question, c'est de savoir quelles sont les options que l'Iran va volontairement s'interdire, notamment balistiques, notamment le rôle que jouent aujourd'hui encore les services secrets de Téhéran en Syrie, par exemple, pour menacer directement Israël, etc. etc. Et notamment sur le retraitement du plutonium. Merci Et beaucoup. là, je pense que nous pouvons compter effectivement sur Reza Pahlavi et sur beaucoup d'acteurs, y compris des mollahs, à l'intérieur du régime iranien, pour trouver, mais c'est là la vraie négociation. Et derrière cela, tout le reste, c'est un habillage. Je disais retraitement du plutonium et retraitement en réalité de l'uranium enrichi. Merci beaucoup Alexandre Adler. C'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Adler présentée par Steve Nadjar. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de votre fidélité à notre programme. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et notre application. Une émission également disponible en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision.